Marine L'Orphelin, médecin généraliste, autrice d'un livre en pleine forme, conférencière, chroniqueuse. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce podcast, Vous d'abord, un podcast santé, pensé et créé par les pharmaciens Aprium. Aujourd'hui, nous parlons contraception, un sujet riche, compliqué. Et je suis accompagnée par Audrey Pham, qui est donc docteur en pharmacie. Merci d'être là, Audrey. Merci Marine de m'avoir invitée. Donc, je suis Audrey, docteur en pharmacie Aprium, installée à Marseille. Et j'accompagne au quotidien les patients sur la délivrance de leurs médicaments et les conseiller. Oui, parce que vous faites beaucoup de prévention dans les pharmacies et on va en parler avec aussi Charline, qui est sage-femme. Bon, on se connaît bien, Charline. Et tu as écrit un livre aussi. Tout à fait. Bonjour Marine. Bonjour Audrey. Donc, je suis Charline, je suis sage-femme, comme tu l'as dit. Tout à fait. Je suis autrice du livre Le Grand Guide de ma grossesse sereine. Mais je ne parle pas que de grossesse. Je suis également sage-femme libérale où j'accompagne, je fais du suivi gynécologique et donc je prescris beaucoup de contraception. Et je suis également créatrice du compte Instagram Charline Sage-Femme. Alors aujourd'hui, 3 femmes pour parler d'un sujet qui concerne principalement les femmes, encore aujourd'hui en France, ce sujet de la contraception. Mais on espère, contraception qui peut-être va changer, va continuer d'évoluer ces prochaines années et qui peut-être sera aussi portée par les hommes un jour. Alors pour vous faire un petit point de contexte, dans le monde, aujourd'hui, la contraception la plus utilisée, je ne sais pas si vous le savez mesdames, c'est la stérilisation féminine. 24% des femmes qui ont besoin d'une contraception dans le monde et qui en prennent, ce qui équivaut à quand même 219 millions de femmes. Vient après le préservatif, le dispositif intra-utérin ou stérilé et la pilule. Alors en France, c'est vrai que dans notre pays, on est très pilulocentré, je dirais. Et la charge contraceptive, comme je disais, est plutôt portée par les femmes. Mais on a vu ces dernières années la contraception évoluer. Les femmes bouder un petit peu la contraception hormonale et notamment la pilule. Depuis à peu près 20 ans, on est passé par aussi une crise de la pilule dans les années 2010. Aujourd'hui, on a vu les tendances contraceptives changer, évoluer depuis ces dernières années, depuis 20 ans environ. Alors c'est vrai que la pilule reste la méthode contraceptive la plus utilisée et la plus prescrite aussi. Audrey et Charline, vous allez pouvoir aussi nous partager vos expériences de prescription. Mais on a vu plus de femmes se tourner vers le préservatif, vers les DIU, mais aussi vers des méthodes naturelles. Et donc, évidemment, on va aborder tous ces sujets dans ce podcast. Et puis, face à ces changements sociétaux, la loi aussi a évolué. Et aujourd'hui, la contraception, elle est plus accessible à tous. On va parler des préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans, la contraception gratuite aussi pour les moins de 26 ans et de la contraception d'urgence qui est disponible et gratuite pour toutes les femmes sans ordonnance et sans limite d'âge. Il me paraissait important de le rappeler au début de ce podcast parce qu'on a envie que toutes les femmes soient à l'aise avec ce sujet de la contraception et y aient accès facilement. Alors déjà, pour commencer, je me tourne vers toi, Charline. Qu'est-ce que la contraception ? Pourquoi elle est aussi importante aujourd'hui ? Eh bien, la contraception, c'est toutes les méthodes qu'on va mettre en place dans le souhait de ne pas avoir de grossesse. C'est vraiment contrôler les naissances. C'est vraiment le but. Et pourquoi elle est importante ? Eh bien, en fait, depuis donc les années... les petites années 70, depuis que la contraception est possible et donc plus fiable que des méthodes ancestrales, eh bien ça permet aux femmes, aux couples, mais quand même principalement aux femmes, de scinder la sexualité récréative de la sexualité reproductive. En fait, d'être capable d'avoir des rapports avec quelqu'un sans avoir un risque de grossesse derrière, ce qui est quand même énorme et ce qui permet une libération sexuelle clairement. Oui, l'avènement et la mise à disposition de la pilule œstroprogestative, ça a été une véritable révolution. Dans les années 70, nos grands-mères, nos mères en parlent avec beaucoup d'émotion. C'est le moment où, en fait, elles ont pu vraiment prendre possession de leur corps et se sentir plus libres. Tout à fait. Surtout, ça leur laisse le choix de programmer en fait le nombre de grossesses, d'espacer les grossesses comme elles veulent et évoluer professionnellement et vraiment choisir le timing parfait. Alors, donc la contraception, c'est effectivement tous ces moyens qu'on a à disposition pour contrôler sa fertilité. Il existe de nombreux moyens. On va essayer de déjà tous les mentionner. Après, on va pas rentrer dans le détail de tous ces moyens puisque ça serait un petit peu long et fastidieux. Déjà, on peut parler des moyens hormonaux. Comment ils vont agir ces moyens ?
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour avoir un enfant, il faut un ovule qui rencontre un spermatozoïde. Et cette rencontre, elle se fait dans les trompes de l'utérus. Et en fait, le corps féminin est fait pour accueillir une grossesse. C'est-à-dire que pourquoi on a nos règles, c'est parce que tous les mois, il se prépare à accueillir un embryon. Et comment il se prépare ? Déjà, il y a une sécrétion d'hormones dans le cerveau, dans nos ovaires, mais aussi il y a une modification de la glaire cervicale, donc ce liquide glaireux qui se trouve au niveau du col de l'utérus, qui va devenir plus abondant et plus perméable pour les spermatozoïdes. C'est la porte d'entrée, en fait. Exactement, c'est la porte d'entrée. À certains moments du cycle, elle peut être plus simple à passer, alors qu'à l'inverse, elle peut être parfois beaucoup plus difficile. On a aussi des petits cils à l'intérieur des trompes qui aident les spermatozoïdes à atteindre l'ovule. Et il y a bien évidemment l'endomètre qui grossit tout au long du cycle pour devenir un petit nid accueillant pour une grossesse, et donc qu'on perd lorsqu'on a nos règles et qu'on n'est pas enceinte. Et donc la contraception hormonale, elle va bloquer sur différents points tout ce que je viens de citer. Elle va bloquer les hormones qu'on sécrète au niveau du cerveau pour avoir ce cycle. Ça va permettre de bloquer l'ovulation pour les œstroprogestatives et partiellement pour les contraceptions progestatives, par exemple implant stérile hormonal. Ça va également épaissir la glaire cervicale pour fermer la porte, comme on vient de dire, et ça va rendre également l'endomètre plus fin, qui devient donc impropre à la nidation. C'est exactement ça. Donc, les méthodes hormonales, donc tu l'as dit, pilule œstroprogestative, pilule progestative, implant progestatif, DIU, donc dispositif intra-utérin progestatif, donc hormonal, et aussi l'anneau vaginal. Le patch. Et le patch. Mais qui sont des méthodes finalement un peu moins connues, un peu moins utilisées. Connues, beaucoup moins prescrites, mais ça correspond à certains modes de vie de femmes. Le patch, on le change du coup toutes les semaines, avec une semaine d'arrêt, et les anneaux, on en met un par mois. Enfin, un pour toutes les 3 semaines. Et donc, ça permet d'alléger un peu la charge mentale, Exactement. Notamment sur la prise de la pilule, à laquelle on doit penser tous les jours. Exactement, et je trouve que ça fait partie des questions qu'on doit se poser quand on choisit une contraception. Souvent, on compare toujours hormonal, non hormonal, mais je trouve que la méthode de prise, elle fait aussi partie du choix. Parce que si on se dit « Oh non, mais moi, la pilule, franchement, j'adore ça », et qu'on se rend compte au bout de 6 mois qu'on l'a déjà oublié 4 fois, c'est intéressant de réinterroger le choix qu'on a pris. Exactement. Et moi, j'ai découvert du coup dans ma pratique de médecin généraliste, en changeant de territoire, je suis allée exercer quelques années en Nouvelle-Calédonie. Et là-bas, j'ai beaucoup posé d'implants progestatifs parce que les jeunes filles étaient peut-être moins sensibilisées, moins conscientes des risques, notamment de grossesse non désirée, et qui du coup avaient besoin d'une contraception fiable et à laquelle elles n'avaient pas besoin de penser dans leur quotidien. C'est et un pour confort. cela, l'implant aussi, c'est très pratique. On le pose et puis il est actif pendant 3 ans. C'est ça. Alors, on a parlé du coup des techniques hormonales, mais il y a aussi, heureusement, des méthodes contraceptives non hormonales qui explosent, qui plaisent de plus en plus, notamment le DIU au cuivre. Charline, comment ça fonctionne, ce DIU au cuivre ? Alors, le DIU au cuivre, c'est donc un dispositif intra-utérin. Ça ressemble à un petit thé en plastique qui fait vraiment quelques centimètres, 2,5, 3 grands max, qui se pose à l'intérieur de l'utérus et sur lequel il y a des filaments de cuivre. Et ce cuivre, lui, il va agir notamment sur la muqueuse utérine et sur l'environnement même de l'utérus, créant une inflammation de cet environnement, rendant l'utérus impropre à la nidation. Également, cette réaction, ça va comme freiner les spermatozoïdes, comme si tout à coup ils n'arrivaient plus à se diriger vers là où ils devaient aller. Et si toutefois quand même ils arrivaient à rejoindre l'ovule, vraiment rien n'est fait pour que ça se développe, pour que ça s'accroche. Donc là, ça ne touche en rien les hormones. Ça veut dire que, et on va sûrement y revenir, tous les effets qu'on peut parfois ressentir lorsqu'on prend des hormones, là on les a pas, mais bien évidemment, toutes les contraceptions ont également des effets secondaires aussi, tout à fait. Et donc le cuivre, là, ça peut augmenter l'abondance des règles, par exemple, plus ou moins la douleur des règles également. Et j'en profite tout de suite pour déconstruire cette idée reçue qui perdure encore aujourd'hui, mais on s'y attache à la déconstruire, celle qu'on ne peut pas poser de DU /stérilé à des jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants. On peut tout à fait poser des DIU à des jeunes femmes. Ça peut être même une première contraception, que ce soit un DIU au cuivre ou un DIU hormonal. Ils sont adaptés, donc avec des tailles un petit peu inférieures à certains autres dispositifs qu'on pourrait poser après la grossesse. Donc voilà, toutes les femmes...
sauf contre-indication, sauf pathologie particulière, mais voilà, en tout cas, les femmes jeunes sans enfants ont accès au DU. Dans les méthodes non hormonales, on a aussi les préservatifs, évidemment. Masculin comme féminin. Merci. Voilà. Féminin. Ce qui est très peu connu, mais ça existe aussi, les préservatifs féminins. Eh bien, du coup, Audrey, vas-y, parle-nous de ce préservatif féminin. Alors, déjà, le préservatif en général, comment il marche? Il évite le contact du spermatozoïde, justement, avec la glaire cervicale. Donc, les préservatifs masculins, c'est quand même une contraception qui est très utilisée. Nous, on le voit en officine, c'est même aussi vendu en grande surface, mais c'est quelque chose que les jeunes sont beaucoup sensibilisés. Après, c'est vrai que le préservatif féminin, de par sa taille, il peut être un petit peu rebutant, mais bon, après, il y a des avantages aussi. Il n'y a pas de compression au niveau du pénis. Ça peut être plus confortable. Ça protège les organes génitaux externes. Donc, parfois, je sais pas si des gens ont de l'herpès ou des choses comme ça peut être intéressant à utiliser. Mais c'est vrai que c'est encore très méconnu. Donc, en fait, c'est comme un petit sachet un peu en plastique avec un anneau à une extrémité qu'on va insérer au niveau du vagin. Voilà, au fond du vagin. Voilà, et que tu déploies au niveau des petites lèvres. Voilà. Et c'est important de rappeler que c'est quand même le seul moyen de contraception qui protège des IST. Le préservatif masculin et féminin. Mais c'est vrai que le préservatif féminin protège un peu plus la peau, les muqueuses. Encore plus, ouais. Mais tu fais bien de le rappeler. Parce que c'est vrai que c'est pas parce que qu'on a une contraception, par exemple un implant, comme tu disais, que on n'est plus du tout concerné par les préservatifs. Donc voilà, c'est quelque chose à pas oublier, et peu importe l'âge. Il faut bien souligner qu'on peut additionner des moyens de contraception. Aussi. Voilà, les gens ne savent peut-être pas. Oui, tout à fait, bien sûr. Se protéger des IST, forcément par le préservatif. Et après, on peut avoir besoin, envie d'être rassuré et d'avoir une double protection, une double contraception. Notamment, c'est bien qu'on fasse ce rappel des IST parce qu'en plus, actuellement, on a une recrudescence des IST, de la chlamydia et de la syphilis notamment. Chlamydia qui est quand même une IST qui peut engendrer des problèmes de fertilité. Ouais. Donc, c'est pas anodin. Non, et en plus, ça se traite tellement facilement, ça se dépiste hyper facilement, vraiment pour les deux parties des personnes qui souhaitent avoir des rapports, que ce soit un prélèvement vaginal ou une analyse d'urine, ça se dépiste super vite. Le chlamydia, c'est souvent juste une prise d'un médicament en une seule fois. On contrôle que c'est bien parti. En fait, c'est trop bête d'avoir... En fait, souvent, les personnes qui vont pas se faire diagnostiquer, c'est par peur du résultat. Et c'est toujours pareil. En fait, quand on le sait, on peut traiter. Donc vraiment, il y a rien de... En fait, le but de la contraception, c'est d'avoir une sexualité récréative. Et il y a rien de mieux que la sécurité pour vraiment pouvoir être dans le plaisir et dans la récréation. Donc, il y a rien de plus, j'allais dire même excitant, et de pouvoir le faire en confiance avec l'autre aussi. Exactement, ça. Quand même de connaître son statut vis-à-vis des IST, ça permet effectivement de les traiter précocement, de limiter l'apparition des complications, mais aussi d'enlever un peu cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête et d'être complètement serein dans sa sexualité. Important aussi d'en parler, la contraception définitive, ligature des trompes chez les femmes et vasectomie chez les hommes, d'autant plus que ça plaît de plus en plus. C'est vrai que c'est une très bonne solution quand on n'a pas envie d'avoir des enfants ou quand on a déjà eu et qu'on veut que l'homme voudrait aussi porter la charge contraceptive du couple. Dans les années 2010, on était à 2000 vasectomies en France. En 2021, 23 000. Donc on voit bien que cette méthode a de plus en plus, plaît de plus en plus, notamment par plus de sensibilisation, une meilleure information donnée au couple. Oui, c'est fou comme on est un peu en retard quand même sur ce sujet en France. C'est génial de voir l'évolution des mentalités, alors que ça fait déjà des années que dans des pays notamment anglo-saxons, on retrouve des taux de 15 à 20% des hommes en âge de procréer qui choisissent ce moyen de contraception. C'est fou comme nous, on a un petit train de retard, mais effectivement, plus d'informations, plus de sensibilisation. Il y a encore beaucoup d'idées reçues, beaucoup de craintes. Notamment autour de la libido. Exactement. Et de l'éjaculation. Exactement. Du coup, si je peux en dire un mot, c'est vraiment une contraception mécanique, c'est-à-dire que
les spermatozoïdes sont fabriqués à un endroit particulier dans les bourses et elles doivent passer par un canal, enfin des canaux du coup vu qu'il y en a deux, les canaux déférents pour ensuite rejoindre l'endroit où elles seront mélangées aux liquides qui vont permettre ensuite d'avoir une éjaculation avec et du liquide et des petits poissons. Et donc, ces canaux déférents sont juste coupés vraiment. Ça peut même être fait sous anesthésie locale. Ça prend 10 minutes. Et hop, une petite incision, on coupe, on referme. Juste, c'est efficace qu'au bout de 3 mois, le temps de vraiment plus avoir de spermatozoïdes dans les tuyaux. Mais comme c'est mécanique, ça ne change rien. La majorité de l'éjaculat, c'est pas des spermatozoïdes. Donc, le volume reste le même. Le volume reste le même, l'aspect visuel reste le même. Ça ne touche pas donc à la libido, ça ne touche pas à la vigueur tant attendue. Non, vraiment, c'est juste une mare sans les petits poissons. Tout le reste est identique. Complètement, c'est hyper important de le rappeler. La ligature des trompes, elle est encore peu pratiquée dans notre pays. Certains médecins, gynéco-chirurgiens ne souhaitent pas la pratiquer, ils sont dans leurs droits, mais c'est vrai que parfois on manque d'accessibilité à ce geste. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des patientes dans ce cas ? J'entends souvent ces témoignages. Ce qui est important à dire, c'est que parfois on entend que les méthodes définitives, vasectomie, ligature des trompes, peuvent être réversibles, mais c'est vraiment important de les prendre comme des contraceptions définitives. Et donc certains professionnels de santé ont peur ou ne veulent pas assumer ce geste. Et on peut l'entendre, mais par contre, en tant que professionnel de santé, on est déjà premièrement obligé d'en informer la personne qui vient nous consulter dès le début, pour pas lui faire perdre du temps, et normalement la réorienter. Et c'est ça qui n'est pas fait. Légalement parlant, ces 2 méthodes de contraception définitive sont autorisées à partir de 18 ans. Il n'y a pas dans la loi noté il faut avoir 3 enfants et avoir plus de 35 ans. En fait, le but clairement, c'est de pas faire des ligatures des trompes chez des femmes préménopausées. C'est ridicule d'attendre que la femme ait 45 ans pour le faire. Alors c'est pas inutile, mais c'est souvent plutôt des personnes qui ont vraiment envie de s'enlever cette charge contraceptive et en fait de prendre pleinement possession de leur corps, c'est quand même pas rien en tant que femme de se dire là c'est sûr que je ne veux pas ou je ne veux plus d'enfants, aucun moyen de contraception ne me convient et je dois encore y penser. C'est voilà, on sent qu'on perd le contrôle. Ouais, il faut absolument qu'on arrive à mieux informer les femmes, les professionnels de santé et que le débat soit complètement ouvert sur ce sujet et qu'on donne un peu plus accès aux femmes à ce moyen-là. Pour revenir quand même sur le moyen de contraception le plus utilisé encore aujourd'hui en France, la pilule, qu'elle soit œstroprogestative ou progestative. Est-ce que Audrey, tu as beaucoup de questions sur cette pilule au comptoir de la pharmacie ? Oui. Je pense qu'il y a une petite crainte quand même sur les hormones. On sent que les jeunes, les femmes, je pense qu'avec tous les scandales qu'il y a eu au niveau pharmaceutique, la confiance envers certains médicaments, on crée cette appréhension. Donc oui, c'est vrai que les hormones, on a des questions, plus ou moins fondées, mais est-ce que la pilule va m'entraîner des cancers ? J'ai entendu qu'il y avait des risques thromboemboliques. Est-ce que je vais faire une phlébite ? Est-ce que à terme elle est abortive ? Est-ce que je vais devenir stérile ? Ça, c'est des questions qu'on a au quotidien. Et c'est les questions qu'on va aborder tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de craintes et de questionnements sur les effets indésirables de ces pilules liées aux hormones qu'elles contiennent. Alors, oui, il y a des effets indésirables, mais déjà, on va rappeler que la base, c'est la bonne prescription. Ah oui. Donc, c'est prescrire la bonne pilule avec les bonnes hormones à la bonne patiente. Oui, c'est important de rappeler qu'on ne peut pas obtenir une pilule sans la prescription d'un professionnel de santé, donc que ce soit un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme. Je le verbalise, même si je suis là pour les personnes qui se posent la question. On peut faire son suivi gynécologique chez les sages-femmes. Elles peuvent également prescrire des contraceptifs. Si toutefois vous ne trouvez pas, par exemple, de gynécologue autour de chez vous, c'est important d'avoir un suivi gynécologique. Et donc, on a un interrogatoire, parfois même des examens à prescrire pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale à la pilule. Évidemment, comme tout médicament,
et pas uniquement les pilules contraceptives, il y a toujours des risques. Les notices sont toujours extrêmement longues. C'est sûr qu'on peut également se dire, se questionner. C'est des pilules qui ont été pour la plupart créées il y a des années et des années. Et quand on voit aujourd'hui que ça ne se développe toujours pas la pilule contraceptive masculine, c'est normal aussi qu'il y ait de la colère en se disant attendez, on n'a pas de pilule contraceptive masculine par peur d'une baisse de libido de leur côté et vous êtes en train de me dire que c'est potentiellement un risque de mon côté. Donc bien évidemment que c'est important et ce serait faux de ne pas remettre en question certaines choses. Mais en tout cas, d'un point de vue santé, sécurité surtout, c'est une prescription médicale et c'est notre devoir en tant que professionnel de santé aussi d'informer les patientes des risques. Et d'ailleurs, on s'en rend compte au plus une patiente est consciente des avantages, des risques, des effets secondaires et qu'on pose tout ça dans une balance, au plus elle est susceptible d'apprécier sa contraception, de la maintenir longtemps et donc d'éviter les arrêts presque inopinés et donc les risques de grossesse non désirée. Donc vraiment, cette information, c'est notre devoir en tant que professionnel de santé. Exactement. Donc la contraception, elle est presque individualisé, on fait vraiment un bilan donc des antécédents personnels, familiaux, un bilan de santé aussi, il y a un examen clinique qui est fait et on pèse le pour, le contre. En médecine, c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque et donc pour chaque personne, cette balance, elle est plutôt favorable parfois vers les hormones ou elle est plutôt défavorable ou alors à certains moments de la vie aussi, la contraception peut changer, on peut avoir des envies différentes, un état de santé qui évolue et donc des contre-indications qui apparaissent. Et donc, une contraception, à un temps donné, peut être la meilleure, la plus adaptée. Et puis après, elle peut devoir changer en fonction de nos envies et de la nécessité clinique parfois. Tout à fait. Et pour rebondir par exemple sur le risque thromboembolique, donc le risque de faire des phlébites, l'exemple que j'aime bien donner, c'est que ce risque-là, il augmente également pendant la grossesse. Il augmente même plus pendant une grossesse que lors d'une prise de pilule. C'est juste que la pilule, il y a des alternatives si les personnes sont contre-indiquées. Les personnes qui ont des risques de phlébite, elles sont surveillées de très près pendant la grossesse. Mais c'est vraiment pour dire que il y a des choix de vie qui comportent des risques qu'on accepte. Le tout, c'est juste de les connaître et de faire le suivi adapté. Alors, pour être plus explicite sur les effets indésirables, donc ce risque thromboembolique, donc le risque de faire des petits caillots dans les veines, un risque aussi vasculaire, avec une augmentation du risque d'AVC dans certains cas, une baisse de libido, ça arrive, oui, avec certaines pilules, de ressentir ça, des troubles de l'humeur aussi. Il y a beaucoup de craintes aussi sur la prise de poids. Les jeunes filles aussi, c'est toujours, est-ce que je vais prendre du poids ? Bon, après, il y a les risques, mais il faut aussi redire les bénéfices de la pilule quand même stroprogestative. Exactement. Ça peut diminuer quand même le syndrome prémenstruel chez certaines jeunes filles. Nous, on voit beaucoup de jeunes filles qui ont des prescriptions de pilules, pas forcément pour la contraception. Elles ont des fois 15-16 ans, elles n'ont pas de vie sexuelle, mais elles prennent déjà la contraception pour améliorer leur quotidien chaque mois. Donc les douleurs de règles, l'abondance des règles. Et surtout, on peut aussi rythmer ses règles, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner des plaquettes et éviter des règles lors d'événements où ça ne serait pas adapté. Donc il faut aussi rappeler les bénéfices à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression de dire un gros mot quand on dit les bénéfices de la pilule. Et je veux pas qu'on pense en nous entendant que on porte bien haut et fort l'étendard de la pilule. C'est pas ça. C'est vraiment, comme tu disais, Marine, c'est un choix personnalisé. Et il y a la campagne de prévention sur la contraception en 2013 de souvenir disait la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Et c'est tout à fait ça. Si ce choix a été fait après une information complète, alors elle permet un choix éclairé. Et c'est à nous, professionnels, de se dire, vous avez des règles douloureuses, voici les méthodes que je peux vous proposer. Est-ce que vous souhaitez les tester? Est-ce qu'elles ont fonctionné ou pas? Est-ce que vous préférez la pilule? Voici les risques. Enfin voilà, ne pointons pas du doigt tous les professionnels de santé qui prescrivent des pilules. Promis, il y a plein de discussions très riches qui sont faites avec des patientes qui parfois n'osent même pas dire aujourd'hui qu'elles prennent la pilule parce que, oh mon Dieu, c'est pas naturel. Et en fait, ça améliore énormément, comme tu le dis, Audrey, le confort de vie de certaines personnes. Et pour encore une fois, déconstruire ces idées reçues, puisque ça me tient à cœur et je sais que ça vous tient à cœur aussi. Disons-le, la pilule ne rend pas stérile. Voilà. C'est important de le dire. Ne joue pas sur la fertilité. Elle peut revenir très vite, la fertilité, à l'arrêt de la pilule. C'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est d'ailleurs parfois même pendant la pilule.
Parfois même un oubli d'un seul comprimé, voilà. donc la preuve en est. Donc voilà, elle n'atténue pas la fertilité, même quand on l'a prise pendant des années. De nombreuses années. On peut avoir un cycle menstruel qui revient très vite, efficace, avec une grossesse. Tu le mentionnais justement, Charline, les oublis de pilules, c'est quand même quelque chose d'assez courant, classique. Mais il y a aussi certaines situations qui diminuent l'action de la pilule. Et ça, peut-être, on le connaît un petit peu moins. Certaines actions qui diminuent l'effet de la pilule, comme par exemple lorsqu'on a des vomissements. Exactement. Ou des diarrhées importantes. Exactement. Effectivement, comme c'est un comprimé qu'on prend par voie orale, le temps qu'il se dissout, qu'il passe dans notre sang et qu'il soit efficace, si on a, comme tu le dis Audrey, des diarrhées importantes, répétées, ou si on vomit dans les 4 heures qui suivent la prise du comprimé. La petite gastro inattendue. Exactement, c'était pas prévu. Et bien dans ce cas-là, le comprimé n'a pas eu le temps de passer dans la voie sanguine et donc c'est comme si on ne l'avait pas pris et c'est important d'en reprendre un, de pas se dire c'est bon, je suis protégée. Ça, effectivement, c'est pas toujours su et c'est hyper important parce que c'est pas toujours considéré comme un oubli. Exactement. Justement. Autre piège qui peut arriver, celui des interactions médicamenteuses. Oui. Une femme prend une pilule œstroprogestative ou progestative, elle se voit prescrire un autre médicament pour une autre raison, une maladie temporaire ou chronique, et ces médicaments altèrent l'efficacité de la pilule ? Oui. Vous avez certains médicaments en fait qui peuvent diminuer l'efficacité du contraceptif. Donc nous, on est vigilants dessus, bien sûr les prescripteurs aussi. Mais par exemple, après des grandes classes thérapeutiques comme certains antiépileptiques, certains antibiotiques, mais très spécifiques, peuvent induire une inefficacité de la contraception. Donc ça, on fait attention. Mais au-delà des médicaments, il y a aussi certains compléments alimentaires. Donc par exemple, il peut arriver que, je sais pas, une jeune femme qui vient à l'officine, je sais pas, elle a un état un peu de stress émotionnel, elle est un peu déprimée. Elle se dit, je vais prendre une boîte avec des plantes. Elle se méfie pas. Elle vient, on voit que c'est une plante à base de millepertuis, qui est une plante qui a beaucoup d'interactions médicamenteuses. On parle avec elle par rapport à sa contraception et il y a une contre-indication. On n'y pense pas forcément à ces compléments alimentaires, oui. Mais c'est une forme d'automédication. C'est quand même, ils contiennent des principes actifs, souvent à base de plantes, qui ont des effets plus ou moins forts, mais en tout cas qui peuvent interagir avec les médicaments. Même quelqu'un qui va prendre du charbon à haute dose de façon prolongée, mine de rien, c'est une matrice qui peut absorber les molécules chimiques et diminuer aussi l'efficacité. Merci pour ce rappel très important. Donc, comment on réagit face à un oubli de pilule ? Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que pour qu'une pilule soit efficace, il est important de la prendre à heure fixe tous les jours, selon les plaquettes, que ce soit pendant 21 jours, 28 jours. Et c'est ça qui va la rendre efficace. Selon les pilules, on tolère un oubli de 3 heures, mais pour la plupart, c'est un oubli de 12 heures. Donc, c'est plutôt large. Ne vous dites pas, ça va, je m'en fous, je mets pas mon réveil. Non, on met quand même son réveil. Quand on a un oubli de moins de 12 heures, je vais prendre cet exemple, c'est plus simple, pas celui de 3 heures. Dans ces cas-là, on prend le comprimé oublié. On est toujours protégé, il n'y a rien de plus à faire. Vraiment, on prend le comprimé oublié lorsqu'on se rend compte qu'on l'a oublié et on ne décale pas les comprimés suivants. Ça peut vouloir dire prendre 2 comprimés la même journée. Et c'est ce que j'allais dire tout à fait. Par contre, quand on oublie plus de 12 heures, dans ces cas-là, toujours, on prend le comprimé oublié quand on se rend compte qu'on l'a oublié. Si je devais la prendre à 20h, que je me rends compte à midi le lendemain que je ne l'ai pas prise, je la prends. Et si je me rends compte à 20h le lendemain, donc au moment de prendre ma pilule, normalement du lendemain, je prends donc 2 comprimés. Vraiment, je dois jamais... je prends le comprimé oublié au moment où je me rends compte et je prends le comprimé suivant au moment où je devais le prendre. Donc parfois, ça fait 2 en même temps. Et autre chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que si on a un oubli de plus de 12 heures, oui, on prend le comprimé oublié. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? On est moins protégé. Ça veut dire qu'il y a un risque d'ovulation. Et donc, pendant 7 jours, soit on n'a pas de rapport, soit on met des préservatifs. Et surtout, si on a eu des rapports non protégés les jours qui précèdent, parce que j'avais une contraception par la pilule et que je ne mets pas de préservatif avec mon partenaire, eh bien, il y a des spermatozoïdes qui peuvent rester en vie dans mes voies naturelles pendant 3 à 5 jours. Donc, si j'ovule les jours qui suivent, il y a un risque de rencontre et donc de grossesse. Et c'est dans ce cas de figure qu'on va chercher une pilule d'urgence en pharmacie. Et dernier point, avant, je pense, de te laisser rebondir sur la pilule d'urgence, dernier point hyper important qui n'est pas suffisamment connu, c'est que si l'oubli de plus de 12 heures se déroule la dernière semaine des comprimés actifs sur une plaquette où on a soit des placebos ou une semaine de pause, il est nécessaire d'enchaîner une deuxième plaquette tout de suite parce qu'il faut au moins 7 jours de pilule active. Donc vraiment, on ne fait pas la semaine de pause. Et ça, c'est souvent oublié aussi. Très bon rappel.
Je reviens sur la contraception d'urgence. Oui. Parce que du coup, il y a une grande nouveauté depuis l'année dernière. La contraception d'urgence, qu'on appelle pilule du lendemain ou du surlendemain, parce qu'il y a 2 molécules, est disponible sans ordonnance pour toutes les femmes et pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc c'est vraiment important de signaler que maintenant, toutes les femmes, suite à des oublis de pilules, peuvent venir en officine et on leur délivre ça la cette rend pilule. hyper accessible. Sans ordonnance. On y va comme ça. Et normalement, on ne paye rien. On ne paye rien. Et nous, c'est toujours l'occasion d'ouvrir le dialogue. Justement, une pilule du lendemain, c'est l'occasion pour le pharmacien de remettre en question, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la contraception que vous suivez vous convient bien? Rappeler sur les IST aussi, bien sûr. Mais vraiment, pour nous, c'est la porte pour ouvrir le dialogue sur la contraception. Est-ce que du coup, dans ces cas-là, vous délivrez des préservatifs? Parfois, on a même des petits kits qu'on peut délivrer aux patients où il y a le test de grossesse, parce que malgré la pilule du lendemain, il peut y avoir quand même ce risque. Le test de grossesse qui est préconisé, qu'on peut distribuer, et aussi un préservatif. Mais en concernant les préservatifs, ça c'est un bon thème. Depuis l'année dernière aussi, la délivrance de préservatifs pour les moins de 26 ans est disponible en pharmacie sans ordonnance et pris en charge aussi par la sécurité sociale. Mais juste des Hommes comme femmes. Et juste des préservatifs en latex ou vous avez aussi des préservatifs sans latex? Pour l'instant, ce sont des préservatifs en latex c'est déjà ça. Mais tu as 2 tailles. Donc, Ouais. il y a aussi la possibilité d'adapter selon l'anatomie de la personne. Après, ce sont des marques spécifiques. Ce ne sont pas toutes les marques de préservatifs qui sont remboursées, mais il y a quand même 4-5 marques et il y a 2 marques de préservatifs féminins disponibles. Ouais, c'est génial. Ouais, non, mais on peut quand même être satisfait de ces évolutions et on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Alors, si on veut pas d'hormones, du coup, pour revenir un peu sur ces méthodes-là qui sont très en vogue, ce DIU, au cuivre, il fait aussi beaucoup parler parce qu'on entend qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Est-ce que c'est le cas pour toutes les femmes ou est-ce que ça dépend de certaines femmes? Eh bien, comme toujours, ça dépend. C'est important de se dire que on connaît les effets secondaires probables, mais qu'on peut jamais savoir d'avance comment une personne va réagir. Fort heureusement, ça n'arrive pas pour tout le monde. Donc, comme je le disais, ça peut augmenter l'abondance des règles et la douleur des règles. Il y a certaines personnes pour qui ça ne va rien changer du tout. Chez d'autres personnes, ça va un petit peu augmenter l'abondance, mais vraiment de manière assez anecdotique et surtout pas handicapante. C'est le plus important. Et ces effets secondaires-là font que on a tendance à le déconseiller, par contre, quand on a déjà des règles très abondantes ou très douloureuses. Mais en même temps, tant que c'est pas à cause d'une pathologie, par exemple, on le déconseille dans le cadre de l'endométriose, comme on n'est pas sûr que ça va augmenter l'abondance des règles ou la douleur, qu'il y a même certaines femmes qui ont des douleurs, par exemple, sous pilule, eh bien, certaines femmes décident de quand même tester en se disant, franchement, si ce n'est que la douleur, entre guillemets, non pas pour la minimiser, mais certaines vivent ça. En fait, je fais déjà avec. Ça fait déjà partie de mon quotidien. Et au moins, j'ai pas les effets secondaires de la pilule pour celles qui la supportent pas. Donc, encore une fois, c'est une discussion au cas par cas. Et les bénéfices sont nombreux puisque la pause, elle peut être légèrement douloureuse, mais on peut s'y préparer avec des antalgiques, avec des techniques de relaxation. Elle est assez rapide. Le DIU, on peut le garder pendant 5 ans. Oui. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant et une bonne méthode qui correspond à beaucoup de femmes. Et c'est important de dire qu'effectivement, la pause peut ne pas être douloureuse. C'est important de le dire, ça peut très très bien se passer, même quand on est jeune, même quand on n'a jamais eu d'enfant. Et le tout, c'est voilà de créer aussi le lien de confiance avec le professionnel qui va poser pour se sentir à l'aise. En tout cas, si ce n'est que la peur de la pause qui freine le choix de cette contraception, j'invite vraiment les personnes à trouver le professionnel en qui elles ont confiance pour passer le cap, parce que si c'est juste cette étape qui fait peur et que tout le reste donne envie, voilà, trouvez la personne qui vous rassurera. Comme toi. Et après, moi, je vois qu'il y a gentil. de plus en plus de prescriptions de DIU au cuivre. En effet, les femmes recherchent des méthodes non hormonales. Après, il y a toujours cette appréhension de la pause. Et c'est vrai que nous, quand elles viennent en officine,
ça fait un peu peur parce que nous, on sort, c'est des énormes boîtes. C'est vrai. Tu dis que le DU, oui, il fait quelques centimètres, mais la boîte, elle fait au moins, je sais pas, 30 centimètres. C'est une boîte de chaussures. Voilà, c'est une boîte de chaussures. Donc, on est là aussi, nous, lors de la délivrance, pour rassurer aussi la patiente en disant, bon, bah non, vous inquiétez pas, il est petite taille. Et au cabinet, du coup, on essaye de montrer effectivement les DU pour que les femmes se rendent compte que ce sont des tout petits objets C'est vrai. qu'elles ne vont donc pas sentir et que le partenaire ne sent pas, hormis parfois peut-être un peu le fil qui dépasse à l'extérieur du col de l'utérus. Mais en fonction de comment on le coupe, et puis on peut le positionner différemment pour que le partenaire ne le sente pas du tout. Et puis... Complètement. C'est le but. Si jamais le partenaire est gêné, on revoit, on recoupe les fils, on les replace. Elles doivent vérifier régulièrement, non, la présence de fils pour le DU. C'est recommandé. Théoriquement, on doit vérifier la bonne position du DIU par une échographie régulière. La position des fils, on n'est pas obligé de s'en assurer constamment, mais quand on va consulter pour son suivi médical ou gynécologique, normalement, on devrait faire une échographie pour vérifier la position du stérilet. Ouais, après, normalement, voir la longueur des fils peut suffire. Enfin, quand on met un spéculum en tant que professionnel de santé, moi, je recommande pas aux patientes de le checker elles-mêmes, sauf si elles utilisent des cups. On entend différentes choses parfois sur la cup menstruelle. Il n'y a pas de contre-indication médicale au fait d'avoir une cup et un DU. Mais comme il y a des fils qui sortent du col de l'utérus, le risque, c'est qu'en enlevant la cup, eh bien, ça chope les fils, ou que si on n'enlève pas suffisamment bien l'effet ventouse, eh bien, ça entraîne vers le bas le stérilet. Et dans ces cas-là, moi, j'avoue que j'invite juste dans ce cas de figure-là, parce que en plus, c'est des personnes qui sont à l'aise avec leur corps pour mettre une cup, à vérifier la longueur des fils juste après que je l'ai posée et lorsqu'elles retirent leur cup. Voilà. Non, mais tu fais bien de le rappeler, effectivement. Donc, technique à apprendre pour bien retirer sa cup et puis être vigilante sur les fils. Alors, dans ce contexte un peu de peur des hormones, mais on l'a rappelé, il ne faut pas en avoir peur, c'est simplement une question de balance bénéfice-risque. Beaucoup de femmes se tournent aussi vers les méthodes naturelles, suivi de leur cycle menstruel, retrait ou abstinence. Est-ce que ça marche ou pas, ces méthodes, vraiment ? En fait, c'est hyper important d'être plus précis sur qu'est-ce qu'une méthode naturelle, parce que clairement, certaines, pas du tout, et d'autres, plutôt oui. Alors, quand je dis ne fonctionne pas, pour toutes les personnes qui vont m'écouter et qui vont dire nous, ça a fonctionné. Donc, oui. Depuis 3 ans, ça fonctionne. Quand je dis que ça fonctionne pas, ça veut dire que quand on fait des études sur un gros nombre de personnes, on observe le taux d'efficacité d'un moyen de contraception. On parle de l'indice de Pearl que tout le monde peut trouver sur les moteurs de recherche. Et donc, on évolue en théorie. Est-ce qu'une contraception est plutôt efficace, très efficace, peu efficace, et en pratique, parce que nous ne sommes pas des robots, et donc en pratique, qu'est-ce que ça dit ? J'en profite pour rebondir sur cet indice de Pearl. On le rappelle, les méthodes les plus efficaces selon les études en théorie, ce sont l'implant et les dispositifs intra-utérins. La pilule, dans la vraie vie, en fait, elle a quand même une efficacité moindre puisque, on en a parlé, on peut l'oublier, ou elle peut être moins efficace avec des interactions médicamenteuses. Le préservatif, une bonne méthode aussi en théorie, mais en pratique, ça arrive parfois qu'il craque. Et donc, les méthodes naturelles, en théorie, elles sont relativement efficaces, mais en pratique. Eh bien, en pratique, par exemple, la méthode du retrait, qui n'est même pas considérée comme une contraception pour beaucoup, donc on parle aussi de coït interrompu, ça vraiment, on la déconseille. Il peut y avoir des spermatozoïdes dans le liquide préséminal, donc vraiment... Avant l'éjaculation. Donc, avant l'éjaculation. Donc, j'allais dire, après, c'est toujours une histoire de contexte. Si vous venez d'avoir un enfant il y a 1 an et que vous vous dites, si une grossesse arrive et que c'est pas grave, mais juste... on aimerait que ça n'arrive pas. Dans ces cas-là, c'est très bien pour vous. Mais en tout cas, il faut se dire, et qu'est-ce qui se passe si une grossesse arrive ? Voilà, que ce soit pas un drame pour le couple. La méthode du calendrier, donc le fait de se dire qu'on ovule au 14e jour, ça ne fonctionne pas non plus parce que ça prend pas du tout en compte le fait que nous ne sommes toujours pas des robots et qu'on peut avoir des cycles irréguliers. Mais surtout, on peut pas savoir si on ovule au 14e jour. Certaines personnes ont des cycles de 24 jours, d'autres de 35 jours. Et l'ovulation est impactée par... différents facteurs de notre vie. Ça peut être notre niveau de stress, de fatigue. Exactement. Et donc, toutes ces méthodes, j'allais dire un peu figées, on les recommande pas. Mais de plus en plus, on parle des méthodes d'observation du cycle. On peut lire aussi sur Internet MOC, donc méthode d'observation du cycle, et dans lesquelles on met l'asymptothermie et la méthode Billings.
Et là, tout à coup, on entre sur des méthodes beaucoup plus efficaces qui peuvent avoir l'efficacité d'une pilule contraceptive. La symptothermie et la méthode Billings, c'est des méthodes basées, donc comme leur nom l'indique, sur l'observation du cycle, c'est-à-dire sur les changements de notre corps. Donc même si on a un cycle irrégulier, notre corps nous dit quand on ovule. On le disait tout à l'heure, par exemple, la glaire cervicale, elle devient plus abondante, plus élastique lorsqu'on approche de l'ovulation. Et donc, on peut se baser sur qu'est-ce que notre corps nous dit. Et la symptothermie, c'est j'observe et la glaire et la température pour thermie. Il faut vraiment un thermomètre avec 2 chiffres après la virgule et on observe que la température est légèrement plus basse lors de la première partie du cycle et au moment de l'ovulation, ça monte un palier pour être légèrement plus haute sur la deuxième partie du cycle. Et donc, ce qui permet de contrôler soit d'ajouter un préservatif, par exemple, pendant la période fertile, ou de ne pas avoir de rapport pendant ce moment-là, et d'avoir des rapports non protégés dans les périodes non fertiles. La méthode Billings, c'est juste l'observation de la glaire. Donc, c'est des méthodes... Moi, j'invite les personnes qui ont envie de se pencher vers ces méthodes de vraiment se faire accompagner. On trouve plein d'informations dans les livres, mais c'est chouette de pouvoir être suivi pendant 3-4 mois, voire 6 mois, pour apprendre son corps, garder par exemple son stérilet au cuivre ou des préservatifs pour être sans hormones pour le coup, protéger, voir si on se sent à l'aise et quand on se sent à l'aise, alors là, eh bien, on peut faire confiance à notre corps. Donc ces méthodes nécessitent un peu de patience, un peu d'éducation. Et ça se développe de plus en plus de ces sensations. Parce que maintenant, il y a aussi beaucoup d'applications qui accompagnent ce genre de méthode de plus en plus en vogue. Et c'est ce qu'on appelle un peu tout ce qui est femtech. C'est vraiment la technologie qui accompagne les femmes. Et je précise quand même qu'il faut faire attention parce que ce sont des applications qui sont gratuites. Donc les jeunes, elles aiment bien, elles ont l'impression qu'elles maîtrisent leur cycle. Mais elles rendent beaucoup de données personnelles très intimes, comme tu dis, l'aspect de la glaire cervicale, les dates des règles, les rapports, leur libido. Et en fait, ces femmes rentrent toutes ces données très sensibles dans des applications et on ne sait pas où vont ces données. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé par les jeunes. L'INSERM s'était penché justement sur cette question de l'efficacité des applications. Ils avaient étudié, je crois, plusieurs dizaines d'applications et il y en avait seulement 20% qui étaient considérées comme fiables, comme suffisamment préventives, donc qui donnaient un peu de l'information aussi pratique aux utilisatrices de l'application. Et voilà, 20% suffisamment fiables. Donc, une application qui consiste seulement à rentrer ses dates de règles et qui te dit tel jour tu ovules, on est d'accord, on ne fait pas confiance. Moi, je ne le conseille pas du tout. Bon, comme ça, c'est clair. Donc, si vous êtes intéressé par ces méthodes naturelles, pourquoi pas, on l'a dit, mais faites-vous accompagner, renseignez-vous auprès des professionnels de santé et faites ça progressivement. Apprenez à être à l'écoute de votre corps. Parlez-en évidemment dans le couple aussi pour que ce soit très transparent, facile. Et puis, ne prenez pas trop de risques tout de suite, en fait. Allez-y vraiment progressivement. Alors justement, Charline, Audrey, quand on veut changer de moyen de contraception, est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire ? Premièrement, on parlait à un professionnel de santé. C'est une période à risque quand même. Exactement. Ces périodes de changement de contraception, c'est quand même des périodes dans lesquelles on peut faire des petites bêtises, entre guillemets, pas savoir comment faire. Tout à fait. Donc être à risque d'une grossesse non désirée. Parce qu'on ne sait pas toujours quand on arrête une contraception, elle est efficace pendant combien de temps après l'arrêt. Et donc, parfois, on se dit, de toute façon, je vais changer. Donc, si je l'arrête là, j'ai rendez-vous dans 5 jours, ça va prendre le relais. Eh bien, pas toujours. Vraiment, je ne vais pas détailler combien de temps pour chaque changement, sinon ça va prendre trop de temps. Mais en tout cas, nous, en tant que professionnels de santé, on a des tableaux qui nous disent très clairement si la contraception numéro 1, c'était par exemple la pilule et que tu veux passer à l'implant, est-ce que si tu changes du jour au lendemain, ça prend le relais? Et en fait, il y a beaucoup de relais qui ne sont pas immédiats, mais qui demandent 7 jours de protection. Et donc ça, c'est des choses qui se font. Parfois même, pour les personnes peut-être plus à risque, on peut même parfois faire chevaucher des contraceptions. Par exemple, tu as un stérilet au cuivre et puis tu as envie de passer à l'implant. Et si tu veux, on le pose, on le laisse en place 7 jours et puis ensuite on enlève le stérilet au cuivre, par exemple. C'est des choses qui peuvent se faire. Mais voilà, le tout, c'est vraiment d'en discuter, de se dire, c'est souvent 7 jours. Voilà, c'est simple à retenir. C'est comme ce que j'avais dit tout à l'heure sur l'oubli de pilule. C'est souvent 7 jours non protégés, donc où il faut soit ne pas avoir de rapport à risque de grossesse, soit se protéger par les préservatifs.
Il y a aussi une information qui est importante à donner, c'est dans l'arrêt de la pilule œstroprogestative. Si une femme a une prescription d'une pilule œstroprogestative et qu'elle la prend pendant 3 mois et qu'elle décide après de l'arrêter pour diverses raisons et qu'elle la reprend et qu'elle l'arrête encore une fois, cette situation-là particulière augmente le risque thromboembolique, on en parlait au début, augmente le risque aussi de voir son cycle complètement perturbé, donc d'avoir des douleurs, enfin différents symptômes, des douleurs, des spottings, des petits saignements inopinés, voilà, des règles complètement anarchiques. Donc c'est important aussi, même quand on a une prescription de pilule, qu'on sait que cette pilule, elle nous convient, de pas non plus toujours la débuter, l'arrêter, ou alors si vraiment vous avez besoin de changer, de se faire accompagner dans ces périodes-là. Et ça demande de la patience aussi, les changements de contraception, parce qu'il y a un petit temps d'adaptation pour le corps. Donc parfois on découvre des symptômes qui ne sont que passagers, qui ne sont que dus à un changement hormonal, soit une hormone qu'on arrête, soit une hormone qu'on démarre. Et souvent il est conseillé de se laisser au moins bien 3 mois, de laisser le corps s'adapter et de pas se dire oh là je vais l'arrêter parce que ça fait 2 mois que je l'ai et j'ai des petits saignements. Ah, évidemment, sauf si c'est handicapant. Dans ces cas-là, vraiment patience. On parlait par exemple de l'acné ou de la libido. Il y a des choses qui peuvent être juste transitoires et qui ne vont pas s'installer dans le temps. Donc, qui dit changement de contraception dit patience. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'en discuter avec un professionnel de santé, parce que parfois, c'est pas le bon moment pour changer de contraception. Je pense notamment à toutes ces personnes qui ont envie d'arrêter les hormones et qui sont sur le point de passer leur thèse. Et je leur dis, franchement, vous avez vraiment envie qu'on pose un DIU tout de suite? Est-ce qu'on n'en reparlerait pas après la thèse? Parce que je ne sais pas comment votre corps va réagir. Et parfois, on ne change pas une équipe qui gagne selon ce qu'on vit à côté. Tout à fait. C'est sûr pourquoi chambouler sa vie toujours dans des moments où on peut avoir d'autres facteurs de stress. Et donc, cette contraception aussi, on l'a dit, elle est beaucoup portée par les femmes, mais la parole s'est quand même aussi beaucoup libérée justement sur le partage de la charge contraceptive au sein du couple. De plus en plus d'hommes sont sensibles au bien-être de leur compagne, qui ont envie de les aider et de les soutenir dans cette charge contraceptive. Alors, on en est où justement de la contraception masculine, sauf préservatif, et qui évidemment... Pour l'instant, oui, préservatif masculin ou, comme tu as dit, vasectomie. Mais c'est vrai que les travaux de recherche pour la contraception masculine, elle est là depuis plusieurs années, mais elle est un peu en retard parce qu'il y a une moins bonne connaissance en fait de tout ce qui est production des spermatozoïdes, et puis c'est plus compliqué de bloquer des millions de spermatozoïdes que 1 ou 2 ovules par cycle. Mais la recherche est là parce que l'envie est vraiment là. Donc là, les derniers axes de recherche vraiment sur la contraception masculine, on parlait de la pilule pour hommes. Donc c'est une contraception hormonale qui est en test mais qui n'est pas encore commercialisée. Elle est efficace. Mais il y a encore cette appréhension sur la libido, sur la virilité. Donc, il y a encore un peu cette appréhension. C'est quand même fou d'en arriver là. Nous, on ne se pose pas trop la question, les femmes, les hommes. Donc, c'est pour ça que c'est un peu freiné. Ensuite, on parlait aussi éventuellement de vasectomie réversible. Il y a des études, il y a des gels qu'on pourrait injecter au niveau des canaux déférents et qui, suite à l'administration d'un solvant, pourrait rendre réversible cette contraception. C'est toujours à l'étude. Et sinon aussi, il y a des études pharmaceutiques sur des protéines qui agiraient sur la mobilité des spermatozoïdes, donc sans agir sûrement sur ces hormones qui sont en cours. Mais c'est vrai que l'administration de testostérone est encore compliquée parce que c'est très hépatotoxique, donc la voie orale, elle est encore très compliquée. Donc toxique pour le foie, je fais une petite traduction. Toxique pour le foie. Toxique pour le foie. Oui. Non mais voilà, comme tout médicament, ça va prendre du temps à se développer. Il y a différentes phases dans les études cliniques et il pourrait y avoir quelques petits effets indésirables aussi, mais là encore une fois, on sera dans cette question de la balance bénéfice-risque pour une contraception efficace. Et sur les méthodes dont on a parlé aussi beaucoup dans les médias, slip chauffant. Alors, aujourd'hui, certains dispositifs ont été même retirés du marché, le temps de faire des tests davantage, notamment l'anneau. Alors souvent on a envie de dire anneau contraceptif, ça porte à confusion, mais l'anneau qui est le même principe que le slip chauffant, qu'est-ce que c'est ce principe? C'est un anneau en silicone ou un anneau accroché finalement à des sangles qui font un slip, et c'est exactement le même principe. Le but c'est d'y insérer et la verge et la peau
des testicules, de sorte à ce que les testicules elles-mêmes, vraiment, soient plus hautes dans le corps. En fait, le fait que ça pende, eh bien, c'est pour que la température des bourses soit plus faible, aux alentours de 35 degrés, alors que notre corps est à 37 degrés. Et le fait de les remonter et de les approcher de 37 degrés, ça freinerait la spermatogénèse, donc la production des spermatozoïdes. Et donc ça demande donc plus d'études. Là, aujourd'hui, c'est principalement des associations qui s'emparent de ce sujet. Il y a un médecin, à la limite, dans le sud de la France. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment aussi un travail d'équipe et un suivi par un professionnel, parce que c'est important d'avoir notamment des spermogrammes régulièrement pour vérifier que ces dispositifs sont suffisamment efficaces. En tout cas, a priori, le fait de porter ce dispositif tous les jours, 15 heures d'affilée, eh bien, ça bloquerait la spermatogénèse au bout de 3 mois, vu qu'encore une fois... oui, parce que il faut 3 mois pour produire un spermatozoïde. Enfin, c'est ça. Il rentre dans le circuit. Voilà, dans le circuit de production cellulaire, et donc il est émis au bout de 3 mois. Ça. Donc oui, il faut ce délai de 3 mois pour que la contraception soit totalement efficace et que dans le spermogramme, on n'ait plus de spermatozoïdes. Donc dans l'analyse du liquide, on n'ait plus de spermatozoïdes. La charge contraceptive aussi partagée, c'est pas forcément prendre soi-même la contraception. Par exemple, dans les méthodes telles que la symptothermie, souvent les conjoints suivent aussi le parcours, le graphique qui peut très bien être noté par lui alors que c'est sa compagne qui prend sa température. Ça va être aussi, si c'est une contraception pas remboursée, eh bien se partager ces frais-là, parce que la contraception, elle est pour le couple. Ça va être aussi juste se soucier de l'autre, comprendre les effets indésirables. Je pense par exemple à certaines hormones qui peuvent entraîner de la sécheresse intime, d'être à l'écoute de ces choses-là. Et parfois, le partage, c'est des choses qui paraissent parfois tellement simples et bêtes qu'elles ne sont pas prises en charge, pas pensées. Et c'est ça aussi le partage. Oui, puis je pense que c'est effectivement aux hommes de s'y intéresser un petit peu, mais à nous aussi de leur expliquer comment ça marche, qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi peut-être on a tel ou tel symptôme à ce moment-là de notre cycle ou associé à notre contraception. D'avoir cette communication bilatérale, je dirais, vraiment d'un homme qui s'y intéresse, qui est curieux, mais aussi d'une femme qui est capable d'en parler. Oui, parce que cette responsabilité, elle est partagée. C'est pas parce que c'est l'utérus qui va porter la grossesse que ça va pas avoir des impacts sur le couple s'il y a une grossesse non désirée. Ouais. Et c'est important que les hommes ne se disent pas, je comprends pas, j'ai lancé plein de graines partout et j'ai des tomates qui ont poussé. Non, en fait, vraiment, cette responsabilité, ça rime avec sexualité, elle est partagée. Mais c'est hyper encourageant parce qu'il y a quand même 22% des hommes qui disent qu'ils seraient prêts à prendre cette contraception masculine, du coup, parce que eux aussi, ils ont envie de pouvoir être peut-être serein, de pouvoir partager cette charge. Et je trouve que c'est encourageant. On sera peut-être bientôt à 100%. Ah, moi, j'y crois. Je pense que ça va évoluer. Moi aussi, j'y crois. Je pense que les tendances vont évoluer dans ce sens. Et puis la recherche, du coup, continue d'évoluer. Donc, on aura bientôt un peu plus de données et peut-être des dispositifs qui seront mis sur le marché prochainement. Bon, merci pour cet échange ultra intéressant. On est rentré, je pense, quand même dans les questions du quotidien des Français sur ce sujet de la contraception. Charline, merci pour ta bienveillance, ta douceur. Donc, on le rappelle, tu es sage-femme libérale, mais surtout, tu es créatrice de contenu. Tu fais beaucoup de contenu justement pour déconstruire les idées reçues, pour rassurer aussi sur la grossesse. Tu parles aussi de la contraception. Donc, je vous invite à aller suivre Charline. C'est quoi ton compte déjà ? Charline.sagefemme. Voilà, comme ça, c'est clair. Merci, Marine. Et puis, merci, Audrey, aussi pour ton expertise de docteur en pharmacie. Donc, tu as une pharmacie Aprium. On le rappelle, vraiment, les pharmaciens, vous êtes des professionnels de santé disponibles, accessibles, et vous avez envie de faire de la prévention. Ça fait partie de votre rôle. De nos nouvelles missions, tout à fait. La pharmacie, vous en avez normalement... vous avez rapidement accès à des officines. On est là. Le conseil, il est gratuit, il est bienveillant et professionnel. Avec ce sourire qui ne te quitte jamais. Je suis sûre que tu as le même au comptoir. J'essaye au maximum.
Merci beaucoup. Et donc, si vous voulez creuser ce sujet de la contraception, vous pouvez notamment aller sur les moteurs de recherche et aller sur le site du gouvernement, Questions Sexualité. Vous avez plein d'informations sur tous les types de contraception. Évidemment, en parler avec votre médecin généraliste, gynécologue, sage-femme, pharmacien. On le répétera jamais assez. On est nombreux pour pouvoir vous accompagner sur ce sujet et que ça se passe le mieux possible pour vous dans toute votre vie. Voilà, parce que la contraception, elle évolue, elle change et elle doit vous correspondre à vous personnellement. Merci pour votre écoute. On espère avoir répondu à un maximum de vos questions sur ce sujet de santé. Merci à Aprium d'avoir rendu possible ce podcast et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de prochaines thématiques de santé. À bientôt.